Donc, on va poursuivre la journée avec, j'espère en fait que vous avez bien apprécié le repas, que vous avez eu l'occasion d'échanger avec vos collègues. C'est aussi un des objectifs de la journée, évidemment. Puis on va poursuivre avec notre nouveauté cette année, c'est-à-dire une foire aux innovations. Donc, en fait, l'idée avec la foire d'innovation, c'est de répondre aux besoins un peu. Là, le rendez-vous des bibliothèques, en fait, on le développe vraiment autour d'une thématique, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas nécessairement la possibilité de démontrer toutes les innovations, vos projets que vous faites. Donc, l'objectif avec la foire aujourd'hui, c'est de venir démontrer là, toute la vitalité, venir inspirer les collègues. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette journée, qui ont déposé des projets. Merci tout spécial à Isabelle Moreau de la Ville de Repentigny qui a coordonné tout ça. Et au comité de sélection qui était composé d'administrateurs de l'association, donc Nicole Grimard, Suzanne Rochefort et Émilie Guertin. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter rapidement. Je vous propose de vous nommer dès maintenant. Non, je vais y aller un à la fois. Donc, on va commencer. Vous vous souvenez, il y avait la possibilité de le présenter par vidéo. Léa Kim essaie d'être discrète, mais je ne le fais pas. Salut Léa Kim! Mais tu arrives juste au bon moment, c'est la présentation de toutes les... on commence toutes les présentations. Alors, il y a Sarah Germain qui va présenter par vidéo. On a 2 présentations par vidéo aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, celle de Sarah Germain, c'est laquelle, là? Ah, et celle de Laval. Donc, on va commencer avec la présentation de Sarah Germain sur les heures d'ouverture pour les enfants à besoins particuliers. Sarah Germain de la bibliothèque de Mirabel. Alors, voilà. Bonjour, mon nom est Sarah Germain, directrice de la bibliothèque au service de la Ville de Mirabel. Je vous accueille aujourd'hui dans notre point de service au Centre culturel Domaine Vernard pour vous parler d'un nouveau service que nous offrons depuis peu, le mois de mars, soit une heure d'ouverture pour les enfants à besoins particuliers. En quoi consiste ce service? En fait, c'est une ouverture régulière de 9h à 10h, précédant notre ouverture habituelle pour les usagers qui est à 10h le matin, où nous ouvrons uniquement pour les enfants avec leur famille de 16 ans et moins à besoins particuliers. Ils doivent tout le temps être accompagnés. Pourquoi 16 ans? Uniquement parce que notre politique à la bibliothèque dit qu'un jeune de moins de 16 ans est un jeune enfant et que plus de 16 ans, ce sont des adultes. Qu'est-ce qu'on offre comme service? En fait, ils ont accès à tout le service régulier de la bibliothèque, ils ont accès à toute la bibliothèque, sauf qu'ils sont dans un environnement modifié et adapté. Il y a du matériel didactique, c'est-à-dire des jeux, des livres qui ont été achetés spécialement, soit puisqu'ils ont un profil en orthophonie, en ergothérapie, ou tout simplement des jeux éducatifs. Ils ont accès aussi à une salle pour se calmer, une salle dite sensorielle. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme simplement notre salle d'animation en salle sensorielle durant cette heure. Donc, le matériel est accessible uniquement durant cette heure-là et il n'est pas empruntable. Donc, ils ont un service régulier, mais en même temps, ils ont une activité qui peut venir profiter. Il y a aussi toute la collection qui a été développée de cette manière, c'est-à-dire qu'on avait déjà une collection existante, tant des livres jeunes adaptés, c'est-à-dire des collections, par exemple, de livres jeunes pour les dyslexiques. Il y a plusieurs collections, informez-vous. Tant des livres sur le sujet pour les adultes. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement modifier la localisation. On a créé une facette et ils sont tous repérables au catalogue et identifiés avec une petite étiquette. Donc, ça, c'est l'aspect livre, mais comme je vous disais, l'aspect principal, c'est vraiment d'adapter l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste d'offrir du matériel, il faut offrir un accès. Un accès à quoi? À ce qu'on appelle finalement les handicaps invisibles. La loi sur les handicapés, dont les municipalités nous devons respecter, ne prévoit rien au sujet des handicaps invisibles. Je vous dirais qu'il y a un certain retard, la hauteur de la poignée de porte, la largeur des allées de rayonnage, mais les handicaps invisibles sont justement invisibles. C'est quoi un handicap invisible? Bon, on trouve du spectre de l'autisme, TDA, TDAH, TOC, trouble obsessionnel compulsif, TOP, trouble de position, Gilles Latourette, les troubles de langage, les retards moteurs, bref, un grand ensemble.
Parlons un petit peu de statistiques. Les statistiques les plus récentes de 2015 disent qu'au Québec, 14% des jeunes ont des troubles de langage majeurs, 12% ont autisme, hyperactivité ou troubles d'attention. C'est quand même important. Au Québec, il y a présentement un enfant sur 150 qui naissent avec un diagnostic, ils naissent pas avec le diagnostic, mais qui ont par la suite un diagnostic de l'autisme. Et pour certaines régions, c'est 1 sur 65. Donc, je pense que les bibliothèques publiques, l'information, les livres doivent être accessibles à tous. Ces jeunes-là ont doublement besoin d'aide et d'avoir accès à ça. Et c'est notre rôle social de les accueillir dans un environnement qui leur convient. Ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, pour le spectre de l'autisme, des petites choses peuvent faire une grande différence pour avoir accès aux services. Par exemple, les bruits. Vous avez une climatisation ou un système de ventilation qui tic, 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 tic. Faites-la réparer. Il faut aussi ajuster les lumières, les baisser, faire poser donc des gradateurs pour s'adapter, diminuer le bruit en fermant le détecteur à livres, il ne faut pas qu'il sonne, fermer le bruit de vos beepers, vos scanners d'ordinateur, tous des petits détails, mais qui font une grande différence. À un autre niveau, on s'adapte aussi avec la signalisation. C'est notre prochaine étape ici à Mirabel. D'ailleurs, l'IFLA, Special Branch, a développé un document de plusieurs pages sur la dyslexie étant dans le monde très important, qui explique comment faire la signalisation dans une bibliothèque publique pour s'adapter à cette clientèle. Bref, des petits gestes, mais qui font une grande différence. J'encourage aussi mes collègues qui construisent de nouvelles bibliothèques d'avoir une certaine réflexion au niveau du bruit. Lorsqu'on met dans les toilettes un séchoir à main qui fait le bruit d'un avion, on s'entend que je travaille à Mirabel, Bombardier et Bell Hélicoptère sont sur mon territoire, je parle souvent d'avions. Ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas non plus sur ce qu'on appelle des enfants neurotypiques, c'est-à-dire normaux, lorsqu'on met la table à langer à côté de ce bruit-là. Ça ne fonctionne pas lorsqu'on met la salle d'allaitement l'autre côté sur le même mur que la salle de bain. Plusieurs petits détails à penser, mais qui font, au bout du compte, une grande différence et qui vont permettre à ces parents-là et ces jeunes-là de fréquenter le milieu. Deuxième aspect majeur, le jugement. Il faut que pendant cette heure-là, vos employés soient bien formés, bien informés, quitte à faire venir des gens qui leur parlent des différents aspects, des handicaps invisibles, pour se dire que les règles de bibliothèque tombent. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser un jeune se blesser, on s'entend, ou lancer des dictionnaires. On ne fait pas non plus de travail social, c'est aux parents à s'occuper du jeune. Nous, on offre un service de bibliothèque. Par contre, il faut les laisser faire. Ils courent dans les rayonnages pendant 30 minutes, c'est pas grave. Ils se promènent avec votre chariot parce que c'est le fun de regarder les roues tourner quand on est un enfant autiste, c'est pas grave. Il fait une crise, il vide toute votre tablette à livres, c'est pas grave. Il faut changer notre façon de voir les choses. Et je ne vous dis pas que tout ça va arriver en même temps, puis ça va être catastrophique. Tout va bien jusqu'à présent pour le service. Mais il faut être ouvert à cette différence et l'accepter. Donc, il faut penser, j'en profite, les clubs de lecture d'été s'en viennent, quand on va au-delà d'une simple heure d'ouverture et qu'on pense nos services en fonction des handicaps invisibles. Par exemple, pour le club de lecture, faire un parcours de lecture, de nombre de livres ou de temps de lecture, qu'il faut avoir 15 livres pour avoir le droit à une surprise ou une activité ou une récompense. Pour quelqu'un qui a un trouble de langage et d'apprentissage, et c'est une montagne qu'ils ne peuvent pas surmonter. Peut-être que 3 livres pour un enfant va être l'équivalent de 30 pour un autre. Pensez à avoir des petits cahiers spéciaux qu'on peut offrir à ces familles, par exemple sur demande, qui vont permettre, même aux enfants qui ont des troubles de langage, de faire les mêmes activités et ils en ont d'autant plus besoin. On parle un peu du projet. Donc, ça fait plus ou moins 3 semaines, plus ou moins 28 personnes. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une foule de toute façon au début. Ce n'est pas notre but. Il faut penser que ces familles-là, ça prend du temps avant d'amener les enfants à des nouvelles activités, tout ça. C'est important de cibler cette publicité. CLSC, commission scolaire avec des classes spéciales, centres de réadaptation, des centres d'orthophonie, d'ergothérapie, etc. Et surtout les associations, que ce soit l'association des dyslexiques de votre région, dysphasie, l'association des sociétés de l'autisme. Donc, il faut bien cibler pour s'assurer que les gens, plus une grande promotion ville, l'entendent. Parce que les familles à besoins particuliers, ce n'est pas des gens qui font beaucoup de sorties et qui regardent beaucoup la télévision.
Donc, il faut, moi pour le projet, en fait, ce que ça représente, c'est 1h15 en salaire d'un employé pour la ville. On s'entend que ce n'est pas beaucoup. Techniquement parlant, l'employé est là pour l'ouverture de 9h à 10h et j'ai un autre employé qui normalement rentrait, qui fait la prochaine ouverture de 10h pour les clients réguliers. Très, très facile de s'adapter au niveau du travail. Important, les commanditaires. Donc, pour ce projet-là, nous avons eu plus ou moins 5 000 $, soit en argent ou en matériel. Ça a été facile, il faut faire des démarches, mais les gens étaient heureux de donner de l'argent. Club Optimiste de Saint-Janvier, FDMT, matériel spécialisé, la librairie Sainte-Thérèse, Généraux Dons, Ouzou, on a aussi CHU Sainte-Justine. C'est vraiment important parce qu'en plus, ce sont vos porte-paroles. Parlant de porte-parole, justement, j'ai avec moi Mme Julie Philippon, parce qu'en fait, selon moi, un projet comme ça a besoin de visibilité, mais a besoin d'une porte-parole parlante. Donc, qui est Julie Philippon? Julie Philippon est une enseignante, est un auteur, donc elle écrit chez Midi 30, chez Ouzou. C'est une conférencière. Vous pouvez d'ailleurs l'inviter chez vous. Elle offre des conférences sur le TDAH. Elle a un Facebook et un blog. Allez sur le catalogue de la bibliothèque. Et là, si vous le voyez dans la vidéo, elle a aussi un chien Mira pour ses enfants à besoins particuliers, parce que Mme Philippon est la mère de 2 enfants à besoins particuliers, qui vient nous voir présentement et qui vous dit bonjour. Donc, allez sur le site de la bibliothèque. Sur le catalogue de la bibliothèque, il y a une section besoins particuliers. Vous avez tout accès à l'information que je viens de vous présenter. Donc, je continue. Conférencière, institut, elle a fait des conférences à l'Institut des troubles d'apprentissage. Elle est aussi associée avec la plateforme Allo Prof Parents, dont on a eu récemment les bibliothèques publiques du Québec une présentation. Et comme je vous le mentionnais, maman d'enfants à besoins particuliers. Je lui laisse la parole aujourd'hui, puisque je trouve important qu'elle explique pourquoi elle a choisi, puis qu'est-ce qui l'intéressait dans un projet comme celui-ci. Donc, je laisse la parole à Mme Philippon. Bien, bonjour, alors je m'appelle Julie Philippon, je suis une résidente de Mirabel et je suis très fière, heureuse, reconnaissante qu'il existe ce tel service dans mon coin. Je suis maman, je suis enseignante, j'ai des enfants qui ont des problématiques. Je suis beaucoup impliquée dans le milieu, autant dans mon coin qu'un peu partout au Québec. Je me promène, je donne des conférences, je suis auteure aussi. Et ce nouveau service qui est offert à Mirabel, bien, pour commencer, c'est une première. J'ai un très grand réseau, j'ai fait un appel à tous, ça n'existe pas dans ce format actuel au Québec, mais ça n'existe pas non plus ailleurs. À chaque semaine, 1 heure dédiée, conçue, réfléchie pour une clientèle en particulier. Et bien, je suis contente d'en faire partie parce que c'est dans mon coin, puis souvent je fais des choses à l'extérieur, mais là, pour commencer, c'est les gens de ma région, ma communauté qui peuvent en profiter. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que depuis que j'en ai parlé beaucoup, je m'excuse, j'ai mon chien Mira qui veut de l'attention un petit peu. Donc, depuis que j'ai commencé à en parler, ben, j'ai reçu plein de gens qui ont fait des commentaires, puis ils disaient « Ah, mais on aimerait ça dans notre ville », où ils taguaient leur mère, ou à Granby, ou à ci, ou à ça. Puis ce que je trouve qui est extraordinaire, c'est que indépendamment de tout le travail qui a été fait par le service de la bibliothèque, avec Mme Germain, avec toute son équipe, son personnel, les élus, les conseillers, tout ça, bien, on a un exemple concret que ça se peut. Qu'en mettant de l'énergie, en ayant des partenaires, en mettant beaucoup d'amour, de temps et de bon cœur, on est capable de créer quelque chose qui va faire du bien. Puis ce que ça fait comme parents, c'est que souvent, le regard des autres, les soupirs, les phrases qu'on entend font qu'on va se retirer. On va s'isoler. Puis c'est pas bon de s'isoler quand on est parent. Être parent, c'est difficile. Quand on a des problématiques qui dépassent les devoirs pas faits, puis la gastro, puis les otites, on a au contraire besoin de notre communauté. La bibliothèque, c'est un service, ça devrait être vivant. Les livres sont accessibles à tout le monde. C'est des lieux magiques. Puis en faisant ce service-là, on l'ouvre à tout le monde. En faisant des petites modifications, des adaptations, en rendant l'endroit avec la lumière plus douce, moins de bruit, en offrant un endroit où est-ce qu'il y a plein de jeux sensoriels, d'outils, du matériel didactique aussi, de qualité, ludique, éducatif. Bien là, on a comme une combinaison gagnante extraordinaire pour offrir aux résidents, aux citoyens, quelque chose d'unique, de magique, qui
peut faire vraiment une très, très belle différence dans la vie de plein de familles. Puis moi, j'ai accepté dès le début d'être porte-parole parce que je trouvais que c'était un projet extraordinaire. Et j'arrête pas d'en parler encore, mais j'ai pas fini, parce que je trouve toujours autant que c'est magique. C'est pas le bon terme magique parce que c'est pas de la magie, c'est parce qu'il y a eu une dame, Mme Germain, qui a pensé à l'idée. On a jasé ensemble, elle a fait des démarches, elle a mis vraiment beaucoup d'énergie, mais je suis tellement contente que ça se réalise. Puis on me parle souvent de projets, puis on me demande souvent plein de choses, mais c'est rare que j'ai la chance d'être impliquée dès le début, puis surtout aussi de voir qu'à la fin, c'est réaliste et que c'est concret et que, ben, ça va aussi devenir peut-être un exemple facile, réaliste à offrir à d'autres communautés qui veulent le faire. Si on a réussi à le faire, nous, par chez nous, bien, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas offert à travers le Québec ou à travers le monde, ce genre de service-là. Et ça fait vraiment une différence parce que les enfants, vous savez, des fois dans la salle de l'autisme, il y a du flatting, les enfants hyperactifs, ça parle fort, ça bouge, les choses y tombent, mais là, il n'y a pas de jugement. C'est sûr qu'on ne va pas permettre à un enfant de déchirer un livre. Il n'y a pas d'exagération. Il y a seulement une attitude, un accueil. Puis, ben ça, c'est de l'éducation sociale. C'est aussi de montrer au reste de la communauté que ces gens-là font partie entière de la société, puis qui ont besoin d'avoir un espace, qui ont besoin d'avoir des services eux aussi. Ils sont résidents comme tous les autres. Alors, c'est un beau projet. J'espère qu'il va avoir des petits. J'espère qu'il va se reproduire, puis que je suis vraiment contente puis touchée, puis tellement reconnaissante envers Mme Germain d'avoir porté ce projet-là, puis ben, je vous souhaite de pouvoir peut-être le vivre aussi à votre façon. Alors, bonne fin de journée. Au revoir. Ben, je vous souhaite de pouvoir peut-être le vivre aussi à votre façon. Alors, bonne fin de journée. Au revoir. Alors voilà, je pense qu'ils ne sont pas là, mais on peut les applaudir quand même. Alors, ce sera maintenant au tour de Mme Sylvie Michaud. Est-ce que vous connaissez l'ordre? Je pourrais peut-être le dire, l'ordre rapidement, juste pour que vous ne soyez pas surpris. Donc, après Sylvie, ce sera urgence lecture. Ensuite, ça sera une vidéo de Laval. Ensuite, Brossard, Repentigny et Saint-Jules. Alors, oui, oui, bien, pour commencer, je vais remercier à BPQ de nous donner l'occasion de parler de nos projets. C'est une belle plateforme. Voilà. Alors, notre projet spécial, nous, c'est Monsieur Mo, le lapin de la biblio. Donc, avant toute chose, un petit mot sur la bibliothèque Françoise Bédard, qui est à Rivière-du-Loup. Donc, nous, on dessert une population d'environ 20 000 habitants. On a une seule bibliothèque. Notre équipe est formée d'une bibliothécaire, de 2 techniciennes de la documentation et puis aussi de 5 préposés. Et on est, comme vous pouvez le voir, dans un immeuble patrimonial depuis 1981. Et au niveau de notre santé, je vous dirais que ça va assez bien, surtout avec les statistiques 2017. On a fait un bon prodigieux au niveau des prêts, au niveau des entrées. C'est monté, en fait, depuis 10 ans, ça progresse toujours, mais en 2017, ça a été assez fracassant comme record. C'est sûr que 125 000 prêts pour une bibliothèque de 20 000 habitants, c'est pas non plus, là, mais pour nous, c'est important, c'est vraiment une belle progression qu'on a eue. Vous allez remarquer aussi qu'on a des entrées qui ont augmenté, la fréquentation. On reçoit beaucoup de visites scolaires, donc 72 visites en 2017 et 2425 élèves qui sont passés par la bibliothèque.
Et l'animation est un secteur très, très fort aussi. On a eu 6 000 participants. C'est sûr que des fois, on a des gros événements. Là, on arrive facilement à 100, 200, mais quand même, ça marche fort. Donc, qui est Mo? Et d'où origine le projet? En fait, Mo, il est à la bibliothèque depuis mai 2015. C'est un lapin rex miniature, hypoallergène. Et l'idée est venue comment? En fait, tout le monde a déjà entendu parler de Dewey, qui est un chat qui vivait dans une bibliothèque dans les années, je sais pas, 80, dans une petite bibliothèque américaine. Il y a eu aussi un voyage en Finlande qui a été assez révélateur au niveau de l'utilisation des animaux dans une bibliothèque. J'avais rencontré personnellement Borg. En tout cas, c'est un petit bichon maltais qu'on utilise dans une bibliothèque là, en banlieue d'Helsinki. Puis, à un moment donné, ben, tout ça a fait que a cogité. Et puis, en fait, le point de départ aussi, c'est que en 2015, à Pâques, on a eu une heure du conte spéciale Pâques. Et puis, il y avait une des préposées qui avait une amie qui avait un petit lapin rex miniature. Donc, elle l'a amené pour agrémenter l'heure du conte. Et là, ben, tout ça a mijoté dans la tête de mes employés qui, à un moment donné, dans une réunion d'équipe, me dit « Sylvie, on peut-tu avoir un lapin à la bibliothèque? » Bon, j'ai dit « OK, je vais en parler au patron. » Mais j'ai dit « Il va falloir que vous en occupiez, par exemple. » Parce que c'est comme avec les enfants, là. Ça veut des enfants. Finalement, personne ne s'en occupe. Mais je peux vous dire que... je peux vous dire, oui, c'est ça. Il est vraiment très soigné. On s'en occupe beaucoup. Ça, travail d'équipe d'ailleurs, mais c'est particulièrement aussi le fait de la coordonnatrice à l'animation que je n'ai pas nommée d'ailleurs dans ma présentation tantôt, là, mais qui est vraiment, vous la voyez sur la première image, c'est la maman de Mo d'ailleurs. Ça s'appelle elle-même Maman de Mo. Donc, évidemment, je pourrais vous dire que notre objectif, c'était d'augmenter, de faire en sorte que les enfants augmentent leur capacité de lecture en lisant à haute voix à un animal parce qu'ils ne sont pas jugés. Bon, ça, c'est l'objectif qu'on avait, effectivement. Mais je peux vous dire qu'en 3 ans, c'est quand même arrivé rarement qu'on a vu des enfants lire à haute voix devant l'animal. Par contre, c'est sûr que ça a un pouvoir d'attractivité indéniable sur la bibliothèque. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ça peut changer la perception de la bibliothèque via les enfants. Donc, par exemple, moi, j'imagine très bien les enfants qui arrivent, qui ont visité la bibliothèque, qui ont vu Mo, qui disent à leurs parents « Maman, il y a un lapin à la bibliothèque. » Mais oui! Puis là, ben, les parents sont à ce moment-là, eux-mêmes veulent le voir, le lapin à la bibliothèque. Donc, ça a changé l'idée qu'on se fait des bibliothèques pour les gens qui ne fréquentent pas la bibliothèque. Ça leur a permis donc de voir qu'on est un milieu vivant, chaleureux et pas trop soupçonneux. En passant, c'est facile d'entretien. Un lapin, il est dans une cage, et ses petites crottes, il les fait dans une petite litière. Le matin, on le laisse en liberté dans la bibliothèque. On ferme quand même des issues, parce qu'au début, on a eu quand même des surprises de fils mâchés. Le scanner à code barre. Oh, il ne marche plus. Fait qu'il y avait plein de téléphones. Oh, mon téléphone, c'est bizarre. Fait que là, ben, il a fallu quand même le contenir. Ceci dit, Mo, il sert à beaucoup de choses, évidemment. Pour les visites scolaires, c'est vraiment un allié précieux. On a plusieurs visites scolaires dans l'année. Ce qu'on fait, en fait, c'est que quand les enfants arrivent, bon, bien sûr, on leur fait visiter, on leur fait choisir un livre, ils s'installent, et là, on va sortir Monsieur Mo, parce que c'est sûr que si on le fait dès le départ, là, Donc, on sort Monsieur Mo, et puis, il est très... regardez. C'est ça. Ce qu'on fait, c'est que les enfants sont installés à la table, ils ont chacun un livre. Monsieur Mo va visiter, va voir chacun des enfants, puis il s'installe sur le livre. Puis donc, on leur dit, ben, vous voyez, Monsieur Mo, il trouve que vous avez choisi des bonnes lectures, puis il veut lire le livre aussi. Mais dans le fond, on sait bien que c'est parce que c'est plus confortable un livre que la mélamine de la table, là. Mais ça, on le dit pas, là. Donc, pour les visites scolaires, c'est un atout. Puis aussi, Monsieur Mo, ben, on s'en sert beaucoup parce qu'il fait beaucoup de représentations pour la bibliothèque. Il travaille vraiment, il gagne sa paye, hein? Alors souvent, ben, on le met sur nos programmations. Donc, programmation d'automne, hein? Programmation de printemps.
Alors, le mot du jeu, bon, M. Humeau est avec les jeux, puis on fait des signets. Alors, voilà, j'oserais presque dire qu'on s'en sert à toutes les sauces. Voilà. Maintenant, pour donc l'animation, c'est un allié aussi, évidemment, en animation. Du moment qu'on a un événement spécial, comme à Noël, on fait toujours une journée de Noël. Puis là, ben, on a le petit mot de Noël. Ah ben ça, c'est la vente de livres, oui, c'est ça. À chaque fois qu'on a comme des concours littéraires, puis qu'on donne, on donne des prix aux participants, ben, M. Humeau fait toujours partie de la photo officielle. Et voilà, le petit mot de Noël, ben, c'est qu'on fait un petit décor, puis là, on invite toute la journée, ben, pas toute la journée, mais presque, tout le monde à venir se faire photographier avec M. Humeau. Ça, c'est le maire, M. Gamache, mais l'ancien maire, là. Ça date de l'année passée. Alors, puis après ça, bien, il récupère les photos. Fait que c'est devenu, on dit, l'icône de la biblio. J'aime mieux icône que mascotte. Mascotte, je trouve ça réducteur. J'aime pas ça quand on parle de la mascotte. C'est plus que ça, M. Humeau, là. Donc, c'est un super collègue de travail pour tout le monde aussi. Donc, ah oui, puis je vous disais, mai 2015, il est arrivé à la bibliothèque, il était tout petit, il avait 2 mois. Mais ça veut dire qu'il est né en mars. Et ça, c'est tout un hasard, mais il est né dans la semaine de relâche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois que c'est son anniversaire, on fait un événement durant la semaine de relâche. Et on lui donne un cadeau à chaque fois. La première année, il y avait 120 personnes. Et puis, ben, c'est ça, la première année, je me rappelle plus tout à fait du cadeau, là, mais c'était quand même un petit peu... vous voyez la cage aussi, là, son installation, mais il n'est pas à terre. Normalement, il est sur le dessus, il est plus en hauteur. À 2 ans, il y avait 160 personnes, puis cette année, il y a eu plus que 200 personnes. Puis regardez les cadeaux qu'il reçoit. Ah oui, ça, on a une belle complicité aussi avec les travaux publics de la ville qui sont, tu sais, c'est des gars qui arrivent, qui vont voir M. Humeau, puis ils font évidemment toujours, ah, ce serait bon, là, avec la moutarde, bon. Mais ils l'adorent. Puis regardez ce qu'ils font. À un moment donné, à son 2e anniversaire, on lui a fait un condo. Donc ça, c'est peut-être pour agrandir, pour lui permettre de se bouger un peu quand même, parce que durant les heures d'ouverture, il est confiné. Alors, son condo, ben, c'est un meuble que Isabelle, la coordonnatrice à l'animation, a amené, puis que les gars des travaux publics ont refait. Alors là, il y a des petits escaliers là-dedans, ça lui permet de faire de l'exercice, puis ça communique avec sa cage, puis donc, c'est heureux comme ça, il fait plus, il y a plus grand comme ça. Alors voilà, donc à chaque fois qu'il y a ces... Ah oui, ça, c'est les cadeaux, je vais vous les montrer. Les cadeaux, les enfants amènent des cadeaux, c'est des cartes, évidemment des carottes. Il y a beaucoup de carottes à ce moment-là. Alors ça, c'est donc la coordonnatrice à l'animation, la mère de M. Humeau, puis Marie-Soleil, elle, c'est l'animatrice de l'heure du conte. Il est très, 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 très doux, donc le toucher, c'est... Puis évidemment, c'est quand même... on encadre tout ça. C'est sûr que M. Humeau, c'est quand même une petite tête fragile. On ne va pas le lancer. Tout est toujours contrôlé. Quand on le sort de la cage, les enfants viennent lui toucher très délicatement. Alors, une autre fête aussi, ici. Et son dernier anniversaire, ben, vous allez le voir, je pense. Je vais vous faire une petite vidéo. Vous montrer une petite vidéo, puis on voit le dernier cadeau. C'est un couloir, un tunnel qui relie son condo jusqu'au bureau de l'animatrice. Et ça, c'est comme quand la bibliothèque est ouverte, donc il est limité à ça, puis il peut aller dans le bureau d'Isabelle. Oui, on va mettre le petit condo, mais on va mettre la petite vidéo. Mais juste avant de finir, donc, c'est vraiment... c'est un plus, non seulement pour la population. Alors, je vous ai dit tantôt, il y a les enfants, c'est sûr, en raffole, mais les plus vieux aussi. On a vu des gens qui sont venus s'installer à côté de M. Humeau, sur la chaise berçante, puis nous dire après, ben, moi, j'adore ça, venir voir votre lapin, parce que là où je suis, j'ai pas le droit d'avoir d'animaux. Fait que c'est aussi tous les âges, les hommes aussi adorent M. Humeau. Donc, et pour l'ensemble, pour l'équipe aussi, je dois dire que c'est sûr, la coordonnatrice à l'animation fait beaucoup de travail. Elle l'amène, par exemple, quand on est fermé le dimanche, l'été, elle l'amène le vendredi soir, elle le ramène le lundi matin, mais tout le monde met la main au lapin.
Et même moi, quand elle n'est pas là, ben, je vais le soigner le matin. C'est un petit 15 minutes. Bon, ben, ça me fait un contact avec lui. Puis c'est ça, pour terminer, donc, le petit vidéo. Comment tu peux peser dessus? Puis, ouais, je pense que ce serait peut-être mieux. Mais il ne partira pas automatiquement. Je vais connecter. Ça passe par rapport à notre page Facebook. Alors ça, c'est à sa fête cette année. Donc, on lui chante bonne fête, mais on lui chante bonne fête tout passe. On dit à 200 personnes. Là. Oui. Et ça, ben, ce que vous voyez, c'est ça, c'est pas bien. Ça, c'est l'été. Puis vous irez voir sur notre page Facebook, là, les vidéos sont tous là. Donc, puis tout à l'heure, ce qu'on voyait, là, le tunnel, c'est celui dont je vous parlais tantôt. Fait que voilà notre projet spécial avec M. Meaux. Merci. Donc, on va passer avec le projet Urgence lecture de la Bibliothèque publique de Pointe-Claire, qui vous sera présenté par Jacinthe Blanchet. J'ai envie de faire une farce. On n'a pas un lapin, mais on a des beaux pompiers. Puis là, comment je fais pour changer les pages? Alors, urgence lecture à la Bibliothèque publique de Pointe-Claire. Faudrait que je fasse. Alors, notre idée de départ, c'est drôle parce qu'on l'a eu séparément, mais on s'en est parlé. C'est une activité qui a lieu à la Bibliothèque de Calgary qui s'appelle It's not a crime. Attendez. It's a crime not to read. Et puis, c'est une activité qui a lieu à tous les mois et des policiers vont visiter des troisième années pendant toute l'année. Ils leur racontent des histoires et ils leur apportent des livres. Nous, ce qu'on a décidé de faire, parce que c'était pas possible avec d'avoir tous les mois les policiers, ça prend quand même un budget qu'ils ont là-bas. Nous, on a décidé de le faire avec des représentants des services d'urgence de la ville de Pointe-Claire. Et pour pouvoir promouvoir la lecture, et aussi, c'était dans le cadre d'un projet annuel que j'avais à faire. Alors, promotion de la lecture en tant qu'objectif, et aussi, on voulait que les jeunes puissent rencontrer les gens, les policiers, les pompiers et les gens d'inspection et sécurité publique dans un autre cadre que dans une situation d'urgence. Puis, ces gens-là, qui aiment la lecture, naturellement, et puis amener les jeunes à visiter la bibliothèque. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on voulait leur montrer qu'il y a des adultes, autres que le professeur, qui aiment se lire. Alors, raconter des histoires, mais aussi, ce qu'on voulait, c'est que les jeunes puissent leur poser des questions et que les conteurs puissent parler de leur métier et que les conteurs puissent parler de leur lecture préférée. Alors, on s'est pris 1 an d'avance. C'était un projet. On voulait s'assurer que tout le monde participerait. Ils ont tous dit oui. Après ça, on a refait une relance en avril, quand on a eu le go, et ça a été très bien pour les inspections, sécurité publique et les policiers. Disons que pour les pompiers, ça a été plus compliqué. Maintenant, on avait décidé, 3e année, ils sont assez vieux, ils sont capables de suivre, ils vont s'en rappeler. C'était notre objectif. On a dit une rencontre aux 4 semaines et qu'on le ferait pendant l'automne. C'est ça. On a essayé de proposer un horaire cohérent
autant que possible. Il y a eu des petites choses. 2 présentations parce qu'on s'est dit, même faire 2 heures du compte d'1 heure, c'est assez, pas toute une journée, sinon ça serait débordant. Il faut dire aussi qu'il y avait, dans chaque école, il y avait 4 classes. Fait que ça faisait que, c'est pour ça que ça nous mettait aux 4 semaines aussi. Super important, voulait préparer les compteurs. On n'allait pas pour leur dire « Ah, ben va dans cette classe-là, puis tu vas raconter les livres que tu veux. » Fait que on avait une rencontre préalable. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que mon super compteur de la sécurité publique, il n'était pas très à l'aise de raconter des livres d'images ou même ceux qui étaient élevés à des 3e années. Fait que là, on a changé notre fusil de place, on a pensé à plein d'affaires. Puis là, j'ai dit, ben toi, quand tu lisais, qu'est-ce que tu lisais quand tu étais jeune? Fait qu'il m'a parlé de Tintin, puis qu'il regardait Cousteau. Fait qu'on est parti de là. Fait qu'on a des Tintins, mais là, Cousteau, il y avait des biographies qui venaient juste de sortir. Fait que j'ai passé les biographies, puis après ça, j'ai dit, oui, mais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire? C'était merveilleux. Voyons. Je vais-tu trop loin, moi? Oh non, oui. Excusez-moi. Bon, si j'en ai raté un bout, ça sera ça. OK, alors ce qu'on voulait, le déroulement, c'était la présentation du compteur et de son métier. Après ça, on lui donnait un temps pour présenter ses livres qu'il avait choisis. Il fallait se laisser une période de questions, puis on a découvert qu'on pouvait faire à chaque activité, à chaque présenteur, compteur, un petit plus. Alors, Philippe Patrick était vraiment là, il y avait du bagage pour 2 heures, 3 heures. Il aurait pu le faire un nombre incalculable de fois. C'est un gars super intéressant. Il aime la plongée sous-marine, plein de choses. Il a apporté aussi du visuel. Fait qu'il y avait ses planches, il nous a expliqué que tel, c'était pour telle affaire. Puis là, quand il allait au Japon, parce que c'était un voyageur, vraiment, là, il y avait tout. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, à la fin, tu sais, au bout de 3/4 d'heure, les jeunes, ils avaient besoin de bouger. Fait que j'ai regardé Philippe, il m'a regardé, puis là, j'ai dit, « Oh, ils m'ont dit ton véhicule. » Parce que, tu sais, là, sécurité publique, c'est quoi dans la tête? Tu sais, là, dans la tête des enfants, là, même moi, je savais pas c'est quoi. Fait que des fois, si c'était pas les enfants qui posaient la question, c'est moi qui demandais la question à Philippe. Mais c'est quoi la sécurité publique? Puis il nous expliquait un peu plus. Puis là, il nous a montré son véhicule. Il a fait des « wow, wow, wow », tout ça. C'était bon. C'est vraiment, là, on l'a fait après ça pour toutes les autres présentations. Avec les gens de la police, bien, ils essayaient autant que possible d'être 2. C'est le même qui voyage. Ce qui était le fun aussi, c'est qu'eux autres, ils sont toujours en train de parler de drogue, de trucs plates, là. Tu sais, là, sécurité, mais plates. Fait que là, il y avait du plaisir à en parler de choses. Oups, moi aussi, j'allais pas trop. Puis là, voyez-vous, elle présentait un livre qu'elle avait aimé quand elle était jeune, Charlie and the Chocolate Factory. Puis elle a présenté aussi, parce que j'ai dit, la bibliothèque, c'est pas juste des livres. Fait qu'elle a montré qu'il y avait des vidéos, des DVD, puis elle a parlé de plein de choses. C'était vraiment intéressant. Puis elle a juste raconté l'histoire de Charlie and the Chocolate Factory. La Breuve, le constable Jubinville, a été la seule qui a présenté une histoire de Munch. Mais voyez-vous, l'autre, elle s'appelle Liliana, mais je ne me rappelle plus son nom de famille, juste parce que je m'énerve. Elle nous a parlé d'une histoire de comment le code criminel change à chaque année parce qu'il y a des... Oui! Puis elle avait expliqué... Vous viendrez me poser la question, parce que là, sinon, je vais dépasser mon fameux 10 minutes. Ah, je prends mon temps, OK. Alors, elle a expliqué qu'il y avait quelqu'un qui avait étudié un voleur, qui avait étudié le code criminel, puis ça disait « break and entry ». Fait parce que ça se passait en anglais pour cette classe-là. Puis, elle expliquait que lui, il avait vu ça, mais qui a dit « Ah, mais je sais ce que je vais faire ». Fait que lui, il était rentré pendant les heures d'ouverture, il s'était caché dans les toilettes, et après ça, il n'y avait pas « break-in », il y avait « break-out » avec les biens. Puis là, il dit « Bien, vous ne pouvez pas m'arrêter, j'ai pas brisé pour rentrer ». Mais les policiers, ils l'ont pris pour recel d'objets volés. Là. Il a quand même s'est fait arrêter. Mais après ça, l'année suivante, bien, il a été obligé, dans le code criminel, de changer la loi parce qu'il y a quelqu'un qui avait trop lu leurs affaires. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris plein d'affaires.
Et puis là, les policières, eux autres, leur petit plus, c'est qu'ils montraient leur uniforme, puis comment leur truc, ça coûte, c'est vraiment lourd, là. Puis il y en a des choses, mais ils ont expliqué que leur outil le plus utilisé, c'était le crayon. Fait que c'était intéressant à savoir. Pour les pompiers, eux autres, c'était les pompiers de la prévention des incendies, pas nos pompiers de quartier. Et puis, ils ont présenté leur métier, leur véhicule. Leur petit plus, eux autres, c'était... Bien, premièrement, ils montraient c'était quoi tous leurs équipements, mais aussi ils faisaient la démonstration qu'ils étaient capables de s'habiller en moins d'1 minute. Ils sont vraiment capables. Et puis, ils ont parlé de... Voyez-vous, comme le beau pompier, que lui, quand il était jeune, ce qu'il aimait, c'était l'égyptologie. Fait qu'il a vraiment montré des livres d'égyptologie, présents, là, mais quand même. Puis, il faut que je parle de quelque chose aussi, je vais faire une petite pause. C'est que tous les compteurs ont vraiment mentionné notre sécurité publique. C'est un gars qui avait fait un bac en urbanisme. Les policières, bien, il fallait qu'ils aient fait, tu sais, là. Puis les pompiers, ils disaient qu'il fallait qu'ils aient étudié jusqu'en secondaire 5 et qu'ils soient bons en mathématiques pour pouvoir faire les sciences chimie et physique. Fait qu'en plus d'être sportif, il fallait qu'ils soient bons à l'école. Fait que, tu sais, il y a des jeunes qui les ont comme regardés comme « OK, moi, je suis sportif, mais il va falloir que je suis bon à l'école aussi. » Fait que, tu sais, là, je pense que ça l'a fait des choses. Justement, en parlant de sportif, je ne me rappelle plus de son nom, il y a juste une partie de son nom. Lui, c'est aussi... Monsieur Ray, quelque chose Ray, lui, c'est un boxeur professionnel en plus d'être pompier, et pompier à temps partiel ailleurs. Fait que lui, il a parlé, entre autres, de Mohamed Ali. Au début, les pompiers, ils ne savaient vraiment pas, tu sais, ils disaient, ben non, franchement. Puis là, ben, tu sais, là, ils ne savaient pas de quoi, puis là, j'ai dit, mais non, vous avez plein de passion. Puis on en a trouvé trop de livres, eux autres aussi, puis c'était vraiment le fun. Ou bien, j'en ai un pompier qui m'a dit, mais moi, maintenant, je ne lis plus beaucoup, mais parce que je passe beaucoup de temps sur Facebook. Mais là, j'ai dit, sur Facebook, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu lis, puis tu écris. Fait que, tu sais, là, c'est quand même encore, en tout cas, fait que c'était intéressant, les interactions. Alors, on a eu beaucoup d'élèves, les gars ont aimé ça. Les professeurs, j'en avais une, tu sais, au début, là, elle était assise, comme ça, elle était en train de faire sa correction, tu sais, vraiment pas convaincue, puis au bout de 5 minutes, là, elle était sur le bout de son siège, puis elle était là. Fait que c'était vraiment bon. Les enseignants ont dit qu'ils voulaient le refaire, et les compteurs ont dit qu'ils ont aimé ça aussi. Il y a certains enseignants et des élèves qui ont découvert la bibliothèque parce qu'il y avait une école qui était Saint-Louis, qui était trop loin de la bibliothèque. Puis, eux autres sont venus juste une fois en autobus, mais il y en a qui ont découvert la bibliothèque. Il y a des jeunes et des compteurs qui ont connecté avec les compteurs parce que à la fin, là, on avait comme un petit 5 minutes, puis là, il y en a qui étaient toujours pour aller voir puis poser leurs questions, mais juste en 1 à 1 pour les compteurs. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a une bibliothécanicienne qui est une personne de couleur, et elle avait à prendre en charge une policière. Et les policiers, c'était pas ses personnes favorites dans la vie. Elle avait des bonnes raisons, mais en parlant avec Mme Jubinville, elle a vraiment compris. Mme Jubinville, il a dit, ben moi, j'ai jamais utilisé mon pistolet de ma carrière de 22 ans. Fait que là, tu sais, après y avoir parlé, elle était comme, ah, ils sont cool, les policiers. Je dis, ben oui. Fait que c'est ça. On a eu des classes d'accueil, puis ça a bien été pareil. Puis ce qui est le fun, c'est que Charlie and Chocolate Factory, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont lu. Pépé avait parlé de boîte à savon. Ben, on avait un livre de menuiserie qui est sorti sur ça. La Ville nous a même fait l'honneur de faire un communiqué de presse qui a été tweeté par une des écoles. Alors, voilà. Bravo. Là, oui, on a eu un petit peu peur. Oui, c'est... Par ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça. Ouais, ben là, on va... Donc, on va enchaîner avec la
la présentation de Mireille Masson-Cassista des Bibliothèques de Laval sur l'amélioration de la chaîne documentaire. Donc, on passe du lapin au pompier À Laval, les acquisitions des 9 bibliothèques sont... À Laval, les acquisitions des 9 bibliothèques sont centralisées depuis plusieurs années déjà. L'équipe des services techniques traite en moyenne 60 000 documents par année, sans compter les périodiques. Le projet de refonte de la chaîne documentaire a véritablement commencé à prendre forme en avril 2017, simultanément à celui d'implantation de la collection flottante. Il faut savoir que le principe de collection flottante n'existait pas dans notre SIGB avant que nous en fassions la demande. Nous avons donc travaillé en collaboration avec notre fournisseur pour la développer. Le fait de travailler conjointement avec eux nous a permis de personnaliser le produit et d'y inclure un logiciel de distribution automatique des nouveautés. Nous sommes un réseau de 9 bibliothèques avec des collections similaires de l'une à l'autre. Sauf pour les CD musicaux disponibles dans une seule succursale, nous achetons la plupart des documents en plusieurs copies. Aussi, la distribution automatique des nouveautés au sein des bibliothèques nous permettait de simplifier le travail d'acquisition. Nous avons saisi l'occasion pour revoir entièrement la chaîne documentaire et améliorer considérablement les délais de traitement de l'ensemble des documents. Avant, en librairie, le bibliothécaire devait déterminer pour quelle succursale chaque copie était destinée. Maintenant, le bibliothécaire n'a plus qu'à décider combien de copies sont pertinentes pour le réseau. Avant, même si nous commandions par le web, nous imprimions une fiche papier pour chaque titre pour connaître les localisations de distribution. Maintenant, on a réussi à éliminer la fiche papier. Avant, plusieurs notices étaient saisies manuellement. Maintenant, on importe presque toutes les notices marques, soit à partir de Memento ou du site de nos libraires. Avant, la saisie des commandes dans le SIGB était éclatée par localisation. On faisait donc une ligne pour chaque exemplaire. Maintenant, les commis saisissent une seule ligne par titre avec la quantité totale d'exemplaires. Avant, à la réception de chaque titre, les commis devaient récupérer sa fiche dans des boîtiers de plastique pour valider la commande. Maintenant, les commis scannent l'ISBN d'un titre pour valider la commande directement dans le SIGB. Avant, tous les exemplaires d'un même titre étaient traités en lot. Donc, avant d'envoyer un document dans le réseau, il devait être catalogué au complet et avoir sa cote d'UE. Nous attendions la notice complète SQTD. Maintenant, les exemplaires d'un même titre ne sont plus traités en lot. Après le paiement, on garde une seule copie pour le catalogage. Les autres sont envoyés dans le réseau avec une notice incomplète. Ça permet d'attendre le catalogage du SQTD sans pénaliser les citoyens. Les codes sont posés en bibliothèque lorsque le document est retiré du rayonnage nouveauté après 5 mois. Avant, nous avions 2 catégories de traitement physique pour les livres, reliure et préparation matérielle. Maintenant, nous avons ajouté un 3e type de traitement physique pour les documents très populaires, la chaire à canon. On pose seulement un code barre et une puce RFID. Avant, comme nous évitions autant que possible de séparer les copies multiples, le traitement physique appliqué à un titre était le même pour toutes les copies. Par exemple, les 9 copies du roman Le Pouvoir auraient toutes été envoyées en reliure régulière. Maintenant, le fait d'éclater les exemplaires nous donne une grande flexibilité pour le traitement physique appliqué aux copies multiples. Nos 9 copies du Pouvoir sont divisées ainsi. 3 sont envoyées à la reliure, 3 autres sont renforcées avec du plastacard et du ruban charnière, et les 3 derniers, destinés à la consommation rapide, sont envoyés au front, sans traitement physique. Nous cataloguons les CD sans le support physique, à partir de photocopies et d'informations trouvées sur Internet. Ils peuvent donc être empruntés plusieurs fois pendant que nous attendons la notice SQTD. Mettre en place une nouvelle chaîne documentaire est un travail d'équipe. Comme le changement touchait le travail des 16 employés des services techniques, tout le monde a été mis à contribution dans la réflexion. Elles ont toutes été consultées sur les irritants, les éléments qui ralentissaient le traitement des documents et ont pu donner leurs idées.
Des représentants de chaque bibliothèque ont également été rencontrés. Parmi les améliorations apportées, plusieurs découlent directement de suggestions émises par eux. Lors de l'implantation de la nouvelle chaîne, à l'automne 2017, des rencontres hebdomadaires avec les employés permettaient à l'équipe de projet de peaufiner les différentes étapes et d'améliorer en continu les processus mis en place. Et le changement ne s'arrête pas là, toujours à la recherche de nouvelles idées. Nous avons commencé à réévaluer le processus de sélection et de commande auprès de nos fournisseurs. Mention spéciale au montage, qui était quand même très chouette. Alors, on va passer maintenant à la bibliothèque de Brossard, avec Créer, innover et coopérer au Fab Lab de Brossard, avec Maxime Saint-Jacques-Couture. Bravo! Oui, t'enlèves ça. Tu vas avoir toute la place. Yes. Oui, il est parce qu'il prend de la place. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Maxime Saint-Jacques-Couture. Je suis coordonnateur du Fab Lab à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. Et je dois dire qu'il y a des projets fantastiques qui viennent de passer. C'est vraiment fou de voir les initiatives qui ont un impact, qui enrichissent la vie des usagers. Donc, je félicite tous ceux qui ont mis ça en place. Et j'ai hâte de vous parler de quelque chose que nous, on a en place, qui est un Fab Lab qui roule depuis maintenant plus d'1 an. Et je vais partager avec vous en présentation éclair l'ambiance, qu'est-ce qui se passe, vous montrer des photos de moments qu'on vit. Et je commence dès maintenant avec un projet spécial qui est le camp techno-créatif. Donc, on parle souvent de STEAM ou de STIAM. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire dans les STIAM, c'est quoi les lettres? Oui, bonne réponse. Donc, on connaît notre STEAM, notre STIAM, et on a été approché par les loisirs de la ville pour créer un camp d'été. Les camps d'été, c'est la grosse affaire à Brossard. Voilà, on en a fait un à la sauce Fab Lab. Donc, compétences STEAM, compétences Fab Lab. Et ça a été un grand succès. Donc, pourquoi c'est un succès? Pourquoi ça a bien fonctionné? Eh bien, parce qu'on a amené les jeunes à collaborer, à travailler ensemble. Donc ça, c'était très important pour nous. Également, on les a fait travailler de leurs mains. Donc, utiliser leur dextérité et assembler des choses, pas juste pianoter sur un ordinateur, mais vraiment mettre la main à la pâte. Et aussi construire des choses concrètes qui sont utiles et amusantes, comme une catapulte. Et aussi, un autre aspect dont on est fier, c'est d'emmener la technologie, non pas, en fait, comme un outil de création. Donc, un outil de création, notamment avec des activités telles que la programmation et la modélisation 3D, donc pousser les possibilités créatives plus loin. Mais aussi, c'est beau d'être devant un écran, d'être rivé devant ces créations, mais pas oublier d'aller jouer dehors, donc les faire bouger, leur faire... c'est ça, jouer dehors, c'est important. Donc, on a aussi fait ça abondamment. C'est important de profiter de l'été, on a hâte qu'il arrive. Et on a même pris le temps, pourquoi pas, de les éduquer à l'utilisation du catalogue. Comment accéder aux ressources documentaires de la bibliothèque? Eh bien, on s'est dit, on est un Fab Lab en bibliothèque, on va vraiment avoir une portion bibliothèque. Et on l'a même ils ne savaient même pas qu'ils apprenaient à utiliser leur bibliothèque parce qu'il y avait des défis. Fait que là, ils sont rendus plus équipés pour profiter de leur belle bibliothèque. Ensuite, je veux vous parler des groupes scolaires et communautaires.
Donc, comme toute bibliothèque, on veut être en lien avec notre communauté, on veut faire des partenariats avec les écoles, on veut connaître tout le monde et que tout le monde nous aime et profite de la bibliothèque. Donc, nous aussi, on essaye de faire ça. Et je vais vous montrer quelques petites réussites, quelques petites collaborations. À commencer par une visite scolaire ici. C'est un groupe du secondaire de l'école Gérard Filion qui, où on réussit, c'est qu'on va les stimuler, leur piquer la curiosité, piquer la créativité. Ici, on a un groupe du primaire, deuxième année, de l'école Saint-Laurent. Et voilà, on leur a fait plusieurs démonstrations et on a transformé leurs dessins en gravure laser avec une thématique insectes, puisqu'on a une galerie d'insectes. Super concept. Et tout ça, ça leur donne envie de revenir à la bibliothèque et de la vivre autrement, encore et encore. Donc ça, c'est quelque chose. On pousse beaucoup la résolution de problèmes. Donc, on parlait d'entraide, de collaboration, mais se creuser les méninges, c'est vraiment une partie de notre ADN. Donc, voilà, la résolution de problèmes, c'est très important. Et l'apprentissage tout au long de la vie. Mission de toutes les bibliothèques, mission importante pour nous aussi, en collaborant notamment avec le Club informatique de Réseau Internet Brossard, qui est un groupe de personnes retraitées qui s'intéressent à l'informatique. Donc, le lien est comme automatique. On s'est approché les deux et on est allé leur faire des conférences pour les informer des possibilités de création numérique. Donc, ça a été très apprécié. Et là, quand on a su qu'il y avait un groupe qui est la Maison internationale Rive-Sud, que certains membres commençaient à être des habitués du Fab Lab, ils ont monté eux-mêmes leur propre activité pour s'animer. Donc, nous, on avait juste à leur ouvrir la porte et ils sont venus avec le Café des aînés. Ils avaient déjà leur propre activité. On va se faire des bracelets gravés au laser. Puis nous, on était juste comme... On faisait juste leur dire qu'ils étaient beaux puis qu'ils étaient bons. Puis ils ont comme utilisé le Fab Lab par eux-mêmes. C'était un très beau moment. Et comment on sait qu'on a bien fait notre job? C'est parce que l'organisatrice du groupe, sa face ressemble à ça pas mal tout le long. Puis, le groupe, règle générale, est très satisfait. C'est comme une photo de famille. Donc, ouais, je pense qu'ils ont trippé. Mais là, je vous parle des groupes scolaires, communautaires, camps d'été. Mais notre noyau, c'est d'être un atelier communautaire qui est accessible à tous et à toutes, ce qu'on appelle le Lab libre, parce qu'il est sans réservation. Alors, on va voir en quoi c'est une réussite. Un truc qui est, en fait, une de nos grandes forces, c'est le cas de la communauté brossardoise qui est très diversifiée, mais cette diversité-là, on la sent au Fab Lab, une diversité entre les générations, les couches sociales, les niveaux d'éducation, les origines. C'est un melting pot et les gens vont se côtoyer, ils ne se seraient jamais croisés si ce n'était de la présence de cet endroit-là. Donc, vraiment, on est très fiers de ça. Donc là, par exemple, on a des gens qui sont autour du graveur laser, qui ne vont pas en même école, ils ne travaillent pas au même endroit, ils n'ont pas les mêmes origines. Puis là, tout d'un coup, on crée un espèce de tissu social qu'on vient vernir. C'est super le fun. Et bien, il faut dire aussi que c'est souvent achalandé. Donc ça, c'est un bel indicateur que si c'est plein, même quand il fait super beau dehors, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui vaut la peine, qui vaut le détour. Et là, un autre signe inévitable qu'on fait bien nos affaires, une autre réussite, c'est quand on a des super utilisateurs qui reviennent et qui redonnent, qui se sentent investis, qui se sentent chez eux et qui vont faire notre job. Fait que là, on peut faire d'autres choses. Donc, comme Jackie ici, là, il a pris toute sa gang de jeunes puis qui leur montre comment faire des impressions 3D. Donc là, on se dit « Oh yes! » Et là, c'est tellement agréable que les gens reviennent avec leur famille. Donc, ils reviennent, c'est ça, papa, maman, grand-maman, petit frère. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous fait chaud au cœur.
Et on y passe des heures au Fab Lab. Le temps fait juste passer tout droit, puis nous, on est juste là à faire notre projet d'école, projet personnel, avec évidemment l'encadrement de nos médiateurs dévoués. Et apparemment que c'est même un endroit agréable pour faire fêter son anniversaire. Donc ça ici, c'est une fête d'anniversaire qui avec une jeune fille qui est venue avec ses meilleurs amis. Puis là, c'est ça, là, ils voulaient fabriquer des trucs. Là. Donc, ils sont juste débarqués comme ça. Ils ont commencé à expérimenter avec ce qu'on avait, faire des dessins. Puis là, c'était le party. C'était vraiment le fun. Et d'ailleurs, c'est aussi un endroit très couru pour faire des devoirs. Donc, faire ses devoirs d'école avec ou sans parents, avec ou sans l'aide des médiateurs sur place, de façon autonome ou assistée. Parce qu'il y a comme une ambiance relax, on peut mettre de la musique, donc c'est très, très apprécié pour ça. Et pour conclure, les Brossardois ont adopté le Fab Lab de la bibliothèque de Brossard-Georgette-Lepage. Nous sommes ravis de voir tout ce qu'ils peuvent accomplir, qu'on les encourage à créer et à partager. Donc, je voulais juste vous flasher toutes ces photos-là, pas vous parler d'affaires techniques. Et je vous invite, si vous êtes curieux d'en apprendre davantage, de venir observer des créations qui sont issues de notre atelier, donc des petits échantillons, et aussi de me jaser, parce qu'il y a plein de monde que je ne connais pas. Donc, n'hésitez pas à venir me voir après la série de présentations. Je vous remercie. Et venez nous visiter. Oui, très bon appel. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, ce sera au tour de M. Ismaël du Créalab de Repentigny. Oui, exact. As-tu gardé le shaker? Est-ce que tout le monde m'entend comme ça? Oui, ça va. Ça va. Sinon, ouais. Je suis pas sûr. Y a-t-il encore des gens à la maison qui écoutent à distance? Comme ça, c'est mieux? Oui, on fait que tu montes l'autre parce que c'est l'autre pour ma maison. Je sais pas. Non, c'est bon, moi. Ok, Non, c'est ouais, ça. ouais. En fait, regarde le micro, il est le micro en face du haut-parleur. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, je m'appelle Ismaël et je suis très content d'être ici. C'est vraiment le fun de venir présenter son lieu de travail comme un succès de 2017. Donc, en fait, moi, je suis en charge du Créalab, qui est un service en bibliothèque au 2e étage de la bibliothèque Robert-Lucier à Repentigny. Et puis, en fait, il y a plusieurs façons dont je pourrais traiter notre succès, mais la dimension principale, selon moi, la plus frappante, puis celle que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est l'aspect social. Pour moi, c'est la raison pour laquelle on est là. On aime la techno, mais surtout, on aime le monde. Les gens que j'engage au lab, c'est des gens qui aiment le monde. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire qu'on a eu un succès, puis donc un succès social. Donc, juste pour résumer, en gros, tu sais, comme je ne vais pas passer tout le long sur un descriptif du Créalab en tant que tel, j'ai l'impression que les makerspaces, on commence à savoir c'est quoi, fait que je vais y aller en gros. D'abord, qui est-ce qu'on sert? On sert 2 types d'usagers, les ados et puis les jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est pour être méchant avec les enfants ou les adultes, les gens plus âgés? Pas du tout. C'est qu'on avait envie de servir un groupe d'âge qu'on jugeait moins bien desservi en général dans les... C'est pas une attaque contre qui que ce soit, mais dans les services en bibliothèque. J'ai eu la chance de travailler dans des bibliothèques extraordinaires dans ma vie. Je suis à Repent. Avant, j'étais à Brossard. À Brossard, ils ont des services vraiment cool, dont Soda, dont je dois rendre hommage parce que je me suis inspiré. Il y a des choses de Soda que j'aimais, que j'ai appliquées au lab. Donc, quand j'y pense, je fais la mention. Alors, on avait envie de servir justement ce groupe d'âge-là avec un service adapté selon leurs besoins. Qu'est-ce qu'on fait au Créalab? Donc, ça, c'est la partie que je vais faire, tu sais, comme... Je ne vais pas passer tout le long dessus parce que je pense que vous commencez à savoir c'est quoi des makerspaces. Fait que je vais le décrire rapidement, puis de toute façon, je suis là pour des questions plus tard, là, ça fait plaisir. Donc, en fait, on a des technos pour faire bien des choses. On a un comptoir Fab Lab pour faire de la fabrication numérique. Donc, on a une presse chauffante pour faire des t-shirts, une imprimante 3D pour faire des impressions en 3D, des crayons 3D, plein de choses comme ça. On a aussi un gros parc informatique, ordinateurs fixes, ordinateurs portables qui sont équipés de logiciels de création. Donc, nos usagers peuvent venir utiliser
l'équipement pour faire du montage vidéo, de l'infographie, des effets spéciaux, créer des jeux vidéo, bien des choses. On a aussi un studio de composition musicale pour faire de la musique avec un micro, puis un système de son, puis plein d'affaires. On a aussi un studio de captation vidéo, photo avec des fonds. On a un fond blanc, un fond noir, un fond vert. On a aussi un fond vert géant. Puis il y a plein d'autres choses qui ne sont pas là-dessus parce que ça n'aurait pas rentré. On a une table à dessin, puis enfin. Mais surtout, ben, c'est un lieu de rencontre également. Donc on voit au milieu, ça c'est au cœur du lab, c'est que les ados viennent, puis qu'est-ce qu'ils font? Tout. Il y en a qui viennent chiller, il y en a qui viennent faire des devoirs, il y en a qui viennent faire de la techno, il y en a qui viennent tout faire à la fois, puis c'est ça le but. Alors, quelques stats comme ça. Hier, on a fêté notre premier anniversaire, le 26 avril, donc 26 avril 2017, le jour où Repentigny changeait à jamais. Mais il se passait plein de choses extraordinaires avant Repent, notamment grâce à Isabelle Moreau et Juliane Daou. Mais bon, voilà, le 26 avril, on continue, on n'arrête pas le progrès. Alors, on a fêté notre premier anniversaire hier. Donc, en un an, ben, en fait, on a eu plus de 15 000 entrées. Ça, c'est les entrées le soir après l'école, puis la fin de semaine. On a aussi un programme de visite scolaire que j'ai monté, donc c'est destiné aux gens du secondaire, puis un petit peu au 3e cycle du primaire. Donc, en fait, c'est les profs. Le jour, on est ouvert également, mais pour les enseignants puis les écoles. Donc, on a des ateliers techno que la plupart du temps, on adapte. Les profs, c'est très important pour eux. On travaille beaucoup avec eux comme ça. On prépare ensemble les ateliers. Donc, les jeunes viennent en gros avec leurs profs, puis on fait des ateliers techno. Puis, on a eu plus de 1100 entrées. Pour la première année, je suis vraiment content. Puis, on a plein de visites scolaires encore d'ici la fin de l'année. Il y en a même 3, en fait. Puis, programmation d'activités régulières, on a eu 1000 entrées. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Bien, cette jeunesse-là, les ados, les jeunes entrepreneurs, les gens du cégep, les programmations d'activités, ce qu'ils aiment, c'est avoir un endroit où aller aux heures qu'ils veulent, puis comme l'utiliser pour les besoins qu'ils ont au moment où est-ce qu'ils viennent. On peut le voir d'ailleurs avec les stats, je pense que c'est assez évident. Donc maintenant, le succès social. Pourquoi? 3 raisons. Première raison, en fait, parce que les ados répondent à l'appel. On vient de le voir en matière de stats. Donc, ben, le lab il est toujours plein. Les jeunes, ils viennent. On a des bonnes stats, c'est vraiment le fun parce que on s'attaque aux groupes d'âge qu'on dit les plus durs à attirer en bibliothèque. Or, nous, on réussit quotidiennement à faire mentir cette affirmation-là. Ils sont archi nombreux à venir. Pourquoi? Parce qu'on a un service adapté où est-ce qu'on peut parler, manger, boire, puis surtout une équipe qui aime les ados. Pour travailler avec nous autres, il faut aimer les ados. Notre équipe est basée là-dessus. Fait que clairement, ça fait une différence. Puis surtout, c'est pas des stats par défaut, because école secondaire collée à la bâtisse. On n'en a pas, en fait. L'école la plus proche est à 3 km. Ce qui, à Repent, c'est un petit peu un défi. Le transport, il n'est pas comme, c'est pas Montréal. Et donc, on a énormément de jeunes, malgré tout, qui viennent au lab. Donc, c'est pas des stats par défaut, c'est juste du monde. Ils viennent littéralement à la bibliothèque pour le Créalab, puis venir nous voir, puis passer carrément la semaine avec nous. Aussi, deuxième raison pourquoi c'est un succès social, à mon sens, sans eux, pas de Créalab. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'ils ont en fait été partie prenante de la construction du Créalab depuis le début. Avant même que moi je sois engagé, 6 mois avant l'ouverture, Chantal Brodeur puis les collègues, ils m'ont engagé longtemps avant l'ouverture du lab, ce qui était vraiment une très belle initiative. Ça m'a donné du temps pour travailler sur le lab avec des jeunes. Mais même avant ça, ils avaient commencé à travailler avec des jeunes en matière de consultation. Quand je suis arrivé, ben là, il fallait aller créer un groupe d'ambassadeurs, ambassadrices. J'allais les chercher dans la rue, au Walmart, dans les écoles, pour qu'on crée un groupe et qu'ensemble, on prépare l'ouverture du lab. Juliane Daou, elle m'assistait, elle est en charge du service public, elle est en charge, en gros, des commis, tout ça. Mais pourtant, elle était avec moi, puis elle animait, elle avait d'autres chats à fouetter, mais elle venait animer avec moi le soir également avec les ambassadeurs, ambassadrices. Comme quoi, c'est un gros projet collectif. Et les jeunes, ben, ils ont à peu près tout fait avec nous autres. Ils ont déballé les équipements pour les installer. Ensemble, en matière de, comme, tu sais, genre une démocratie directe, assemblée générale, on décidait ça allait être quoi, la programmation d'activité, quel genre de service on allait dispenser. Ils ont eu un mot à dire sur ça allait être quoi, le nom du lab. C'est eux autres qui ont choisi le visuel, le logo. J'ai même sur vidéo le moment où est-ce que Marianne, une de nos jeunes, elle a dessiné le logo qui est aujourd'hui celui du lab. Donc, ils ont été impliqués dès le début. Socialement, genre, quand tu veux t'impliquer, c'est pas juste je vais voter au Parlement aux 4 ans quand j'ai 18 ans. Non, tu peux t'approprier les services publics puis te dire, ben, comment est-ce qu'on fait pour l'adapter pour tous et toutes, quand tu es ado, dans notre cas. Puis ensuite, ça a l'air d'être un peu une formule réchauffée, mais c'est vrai. Le lab aussi, 3e raison de notre succès, pourquoi je dis que c'est un succès social, parce qu'en fait, c'est une cohabitation sans frontières. Tout le monde vient au lab, c'est un lieu extrêmement inclusif où est-ce que tous les types de jeunes différents peuvent cohabiter. On a par exemple, entre guillemets, les premiers de classe, qui sont des grands usagers du lab. À gauche, d'ailleurs, c'est une situation assez intéressante. À un moment donné, il y avait une prof qui passait par là, c'était la veille d'un examen. Les jeunes, ils l'ont spoté, puis là, ils ont dit « Hey, madame, demain, il y a un examen, qu'est-ce qu'on fait? » Fait qu'elle allait faire de la récup pendant plusieurs heures, en plein cœur du Créalab. Fait que, tu sais, c'est quand même cool. Donc, voilà, comme je disais, les studieuses, ils viennent nous voir. On a les sportifs.
On a les yo. En fait, je vous dis ça vraiment comme c'est une immense fierté ce que je vais dire parce que c'est de là que je viens moi aussi. Je viens de Cartierville à Montréal. Il n'y a personne dans le centre de Cartierville. Mais je vais vous dire ça en étant très fier. En fait, je pense qu'on peut se vanter d'avoir le makerspace le plus ghetto du Québec. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que justement, c'est des jeunes qui seraient jamais venus à la bibliothèque autrement. Mais ils sont toujours là. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Les artistes viennent nous voir. Puis là, je dois faire hommage à quelqu'un, pas quelqu'un, mais un groupe aussi extrêmement important au lab, que s'ils ne sont pas là, ça ne marcherait pas. Les filles, en fait. Parce que la majorité de nos usagers sont en fait des usagères. Les adolescentes ont vraiment répondu à l'appel. Donc, tout le genre de filles viennent. Ça, c'est des filles genre queen de l'école, cheerleaders, mais elles trouvent vraiment un intérêt à venir au lab. Puis c'est la majorité de nos usagers et usagères. Selon moi, c'est le 2/3, peut-être même le 3/4 de nos usagers qui sont en fait des adolescentes. Donc ça, c'est une immense fierté qu'elles aient pris possession d'un lieu qu'on aurait dit de gars, des technos, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. On fait un service qui est mixte, mais elles répondent à l'appel comme ça se peut pas. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, c'est ça que je veux dire par cohabitation, c'est que tout le monde vient. On a des jeunes de centre jeunesse qui ont plus ou moins de parents. On a des jeunes que ça va bien à la maison. Tous les jeunes, ils viennent. On travaille avec les écoles, c'est très varié. La plupart du temps, c'est des groupes en adapt. Des jeunes, il y en a qui c'est troubles de l'apprentissage, troubles du comportement. Troubles du comportement, on a l'école L'Envolée, qui c'est des jeunes qui ont, c'est des petites classes de 3-4. Puis souvent, ils ont un éduc, des fois 2, des fois en plus un prof, plus moi puis mon partner. Des fois, on est 5-6 adultes pour 3 jeunes ou 4 jeunes que, des fois, ils l'ont pas facile, puis des fois, ils se fâchent, tout ça. Et pourtant, ils viennent utiliser notre service, on a une super relation avec eux autres, ils reviennent le soir après l'école. Fait que, il y a vraiment une cohabitation comme ça. Le lab, on le voit comme une sorte de... Je le vois un peu comme une espèce de carrefour métropole d'ados où est-ce que tous les horizons se rencontrent. Puis, je conclurai sur une chose, c'est que on a une jeune fille qui vient nous voir à un moment donné, qui vient souvent au lab, puis elle me dit « Ismaël, c'est quand même nice parce que le lab, elle trouve que c'est comme un peu un espace qu'on voit seulement dans les films d'Hollywood, dans les films de teenage. » Puis elle a dit, là, c'est drôle, c'est réel, c'est réel. On se sent dans une série pour ados bon marché, mais c'est vrai, c'est dans la réalité parce que là, c'est tout beau, puis c'est tout plein de jeunes qui aiment être là. Donc, c'est sûr, ça fait des flamèches, cette cohabitation-là, des fois, mais l'équipe, on est là pour gérer ça. Alors, voilà en gros pourquoi je qualifie notre lab de succès social. Donc, Mathis vous remercie pour moi de votre attention. Puis, si vous avez des questions, je vais être là. En tout cas, moi, pour avoir passé mon adolescence à la bibliothèque Robert-Lucier de Repentigny, parce que je suis native de Repentigny, c'était pas mal moins cool dans ce temps-là, même si j'aimais beaucoup ça, aller à la bibliothèque. Enfin, je vais te laisser ça. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon nom est Marie-Hélène Parent, je suis la bibliothécaire en chef à la Bibliothèque de Sainte-Julie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du projet de Media Lab et de ses succès à la bibliothèque. Dans mon exposé, je vais vous parler de la présentation du milieu, l'explication un peu du Media Lab, la réalisation du projet, un album photo, puis notre animation, quelques témoignages, puis une conclusion. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Vincent. Clique dessus. Ouais, c'est ça. Salut, je m'appelle Vincent. Je suis animateur au Media Lab de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Je n'ai pas pu me libérer aujourd'hui, malheureusement, mais je suis présent avec vous sous forme numérique. Nous allons d'abord vous présenter notre beau Media Lab. On va ensuite parler des particularités de notre format d'animation. Finalement, on va vous montrer quelques témoignages de nos usagers satisfaits. Bonne écoute. Merci. Merci Vincent. Alors, juste pour vous situer avant, je vais vous présenter un petit peu Sainte-Julie en bref. Donc, c'est situé en Montérégie. On a une population d'environ 30 000 habitants, majoritairement francophones. On fait environ 400 000 prêts par année pour 95 000 documents et on a une équipe de 25 employés à la bibliothèque. Je vais y aller un petit peu avec la vision du Media Lab. On a pensé le Media Lab comme un lieu citoyen qui était un lieu de rassemblement, un lieu de discussion, d'échange, un peu comme on a vu là, Fab Lab et Créa Lab, un endroit qui va faciliter les rencontres entre nos communautés d'apprentissage. En bref, un laboratoire d'innovation, d'expérimentation pour partager les connaissances et ses expériences. Qu'est-ce que nous permet le Media Lab? Ça nous permet c'est un espace de création qui va nous permettre de faire des projets musicaux,
des projets cinématographiques, puis des projets d'innovation avec différents équipements comme l'imprimante 3D, la découpeuse vinyle. À qui s'adresse notre Media Lab? Principalement, on est ouvert à tous les membres de la bibliothèque, mais plus particulièrement aussi aux adolescents et étudiants de l'école secondaire, aux jeunes adultes et aux jeunes entrepreneurs. Mais on vise quand même tout le monde. On va un peu parler de la réalisation du projet. On a commencé en 2015-2016 avec la recherche d'une subvention, donc une entente ciblée avec le ministère de la Culture et des Communications, qui nous a permis de réaménager notre espace à la bibliothèque et d'acheter nos équipements en 2015-2016. On a finalement réalisé un espace de 20 mètres carrés qui nous a coûté 120 000 $, incluant les coûts de main-d'œuvre de nos services des infrastructures. Donc, 90 000 pour les équipements et le bâtiment en soi, et le reste en personnel et autres. Et on a inauguré le 9 mai dernier, donc de 2017, donc ça va bientôt faire 1 an à la bibliothèque. Je vais y aller avec quelques photos là, qui vont vous permettre de voir un petit peu au niveau de la construction. Donc, en vous disant que c'était un lieu où on a réaménagé notre espace bibliothèque, on peut y aller défiler là, rapidement. Donc, on a tout déplacé, la construction, monter les murs. Là, on voit que ça prend forme. Et puis, finalement, bon, on est de plus en plus... Ça, ici, c'est la vision à partir de l'aide au lecteur et l'équipement à l'intérieur du Media Lab, ce qui vous donne une idée de ce qu'on peut offrir dans 20 mètres carrés. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, bien, il y a le site Internet là, sur le site de la Ville qui va vous permettre d'avoir plus d'informations, ainsi que la capsule promotionnelle du Media Lab que je vous invite à aller voir. Maintenant, on va aborder le cœur du sujet, l'animation à la bibliothèque au niveau du Media Lab. Donc, nous, on a un animateur 12 heures par semaine. Et cet animateur-là nous fait 3 types d'activités. Donc, on a les activités libres. Alors, les gens se présentent à la bibliothèque avec un besoin particulier, viennent travailler là, sur des sujets particuliers. Donc, l'animateur est là pour les aider. On va avoir des activités selon un thème précis. Donc, notre animateur, encore une fois, va penser à une activité et va la proposer. Donc, par exemple, on a fait des flocons avec GIMP. Alors, je vous invite à dénombrer le nombre de poussins dans notre flocon présent. Des œuvres de Pâques avec les découpeuses vinyles. Bref, lui va concevoir et donner ces activités dirigées là. Et on a des certifications pour l'utilisation de nos différents équipements pour que ça soit utilisé de façon autonome, soit l'imprimante 3D et la découpeuse vinyle. Les gens viennent maximum 4 à la fois à la bibliothèque. C'est le nombre d'espaces que l'on peut avoir en même temps. On est aussi ouvert, une autre particularité, c'est qu'on est ouvert en libre accès pendant toutes les heures de la bibliothèque. Le Media Lab est tout le temps ouvert. Donc, c'est pourquoi on a des certifications pour les équipements. Donc, une fois que la personne a sa certification, elle peut venir à la bibliothèque et utiliser le Media Lab quand elle le veut. Donc, c'est tout le temps ouvert. Il n'y a pas, à part les 12 heures, il n'y a pas personne d'autre dans le Media Lab, mais il y a un coup d'œil avec le personnel de l'aide au lecteur ou du comptoir du prêt. Et on a voulu que l'espace soit flexible avec de l'équipement mobile sur roulette. On a 20 mètres carrés, mais quand même, on peut se déplacer pour accueillir des plus grands groupes dans notre salle multifonctionnelle ou nos salles d'études. Et les prochaines diapos, ça vous démontre qu'on a pensé finalement que le Media Lab, c'est la bibliothèque. Donc, on voit ici qu'on a fait des activités de doublage dans la salle multifonctionnelle. Il y a des jeunes, par exemple, qui ont utilisé pour filmer avec écran vert dans nos salles d'études. Donc, on se promène à l'intérieur de la bibliothèque avec notre équipement. Je vais vous présenter un bref échantillon de la réalisation de nos usagers. Mais plus particulièrement, on a découpeuse laser qui a été utilisée par Maxime pour faire tous les chandails de son équipe de sauveteurs. Alors, il est venu et il a réalisé à la bibliothèque. On a eu Jonathan également, qui a été notre gagnant de notre concours « Réalise ta création 3D » avec sa fusée, ici, ingénieur de formation. Alors, ces personnes-là reviennent, comme par exemple Jonathan revient fréquemment à la bibliothèque pour
encore utiliser et faire la promotion de l'imprimante 3D en particulier. Ici, j'avais la diapo suivante. J'avais un petit extrait d'une utilisation du logiciel After Effects que l'on a à la bibliothèque, qui était un petit montage, mais là, ça fonctionne pas tout à fait. Donc, mais c'est un montage d'une vingtaine de secondes avec différents équipements qu'on a à la bibliothèque. Le prochain, l'autre réalisation, c'est avec les Lego Mindstorm. On a M. Melville, un jeune homme de 70 ans qui vient fréquemment à la bibliothèque pour utiliser avec une passion là, les logos montés, programmés et tout pour faire des réalisations avec les Lego. Donc, encore une fois, on avait toute la programmation. Là, on voyait le logo le petit robot qui s'avance et qui fait différentes figures sur le sol. Mais aussi, ça sert pour le personnel de la bibliothèque, dans le sens où on a une chaîne BookTube qui s'appelle Littérairement Bon, que je vous invite à aller regarder et à vous abonner. Donc, le personnel de la bibliothèque réalise, filme et monte ses suggestions de lecture. Alors, avec le Media Lab, Littérairement Bon, en présence ici de Juliane et de Stéphanie. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est quelques témoignages que l'on a pris de la part de nos usagers. Ça dure environ 3 minutes. Et la semaine passée, ils nous ont gentiment exprimé leur utilisation et du Media Lab à la bibliothèque. En tant qu'étudiant en physique, j'ai la chance de voir tous les jours à la vitesse à laquelle la technologie évolue. Puis je pense que de donner accès à tout le monde à la technologie, qu'ils puissent venir à la bibliothèque et l'utiliser, je pense que c'est essentiel. Je suis revenu de façon régulière, à la fois pour rencontrer des gens qui viennent pour, pas nécessairement de la musique, mais pour d'autres types de projets. Et l'intérêt, dans le fond, demeure pour moi beaucoup le partage, on peut dire, des connaissances et de voir comment les gens travaillent avec ces outils-là. C'est sûr. Lors d'une visite à la bibliothèque, quand j'ai vu ça, le Media Lab, je me suis informée, puis je me promettais de venir faire des projets, dont celui des diapositives, parce qu'on traîne toujours des boîtes de diapositives à la maison. Puis je me suis dit, ben, c'est la belle occasion. Puis j'ai mon garçon aussi qui habite à Montréal, puis qui étudie en scénographie. Puis là, je parlais de ça, fait que on pourrait s'aider aussi dans des projets, mais là, je vais pouvoir l'épater parce que je vais pouvoir venir faire mes choses de façon autonome. Dans les années 80, on était plus souvent en diapositive et par la suite, ben, ces diapositives-là prennent le côté un petit peu des boîtes. On les regarde pas très souvent, mais là, avec la nouvelle technologie de la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie, j'ai pu reprendre ces diapositives-là, les mettre sur des clés USB et en même temps, ben, ça fait qu'on peut les voir plus souvent. De même que j'avais ma jeune fille qui avait 2 ans dans le temps. On était en Allemagne, on a pris beaucoup de photos et là, elle vient d'avoir 2 jeunes enfants. Et on peut comparer les photos directement. À chaque fois que je venais à la bibliothèque avec mes enfants, je voyais la construction, puis j'avais vraiment hâte de voir comment j'allais pouvoir utiliser ça. J'étais bien intéressée d'utiliser l'imprimante 3D. Moi et mon conjoint, on a eu l'idée de développer un jeu de société. Et puis dans ce jeu de société-là, on devait développer, imprimer, en fait, avoir à peu près 200 petites pièces comme ça. Et puis le Media Lab s'est avéré être un outil vraiment merveilleux pour nous permettre de les imprimer un peu à notre rythme. Le Media Lab, j'y vais surtout pour des choses que j'ai vraiment besoin de faire en bateau. Comme il y a quelques semaines, j'étais allée au Media Lab pour enregistrer ma voix pour un jeu vidéo. Il y a quelques mois de cela, j'ai imprimé des Joy-Con à Nintendo Switch. Puis ça m'a vraiment beaucoup servi. Il y a, au Media Lab, j'ai encore envie de me servir de plein d'instruments parce que à date, je me suis servi seulement du microphone, d'un ordinateur, puis de l'imprimante 3D. Puis c'est pas assez parce qu'en fait, il y a des cinquantaines de choses dans le Media Lab. Or, c'est ça. Alors, c'était les quelques témoignages là, de quelques usagers qui sont venus à la bibliothèque utiliser le Media Lab. Alors, j'y continuerai avec les éléments de réussite qui font en sorte que c'est un succès à la bibliothèque.
c'est qu'avoir une programmation d'animation qui est intéressante, qui va répondre aux besoins des usagers, ça, c'est primordial. Mais c'est primordial aussi d'avoir la personne qui va bien rendre ces animations-là. Donc, déterminer avec soin le profil de la personne qui va s'en occuper du Media Lab. Puis être aussi bien préparé pour que ça fonctionne bien. Avec un personnel restreint, c'est important d'être bien structuré, quitte à se réajuster par la suite ou pour apporter les changements désirés. Puis, autre élément aussi, avoir l'implication constante de l'ensemble du personnel. Tout le monde est mis à profit, que ce soit au comptoir du prêt, que ce soit à l'aide au lecteur. Tout le monde doit savoir qu'est-ce qu'on a et comment ça fonctionne. Et ça, ils vont le transmettre ensuite à nos usagers. On a aussi quelques défis, c'est de répondre aux demandes croissantes. On a une très belle participation des gens, mais on a un personnel qui est restreint, donc il faut pouvoir s'ajuster dans notre offre de services. On veut aussi développer notre programme d'animation parce qu'on a plein de choses à offrir aux usagers et il faut animer ces périodes-là. On veut créer aussi nos communautés qui vont s'impliquer et qui vont donner de leur temps selon leurs connaissances, donc pour pallier un peu notre manque de personnel. Et il faut prévoir aussi l'évolution de nos différents équipements. On a des projets à venir, donc on a eu la chance d'avoir un peu d'argent pour engager une personne à temps partiel, une nouvelle personne comme animateur, donc il va s'occuper de la relation avec le monde scolaire, puis avec les groupes de bénévoles, puis développer encore des nouvelles activités. En conclusion, ce que je dirais, c'est que c'est un succès auprès de la communauté par la participation, par la présence et aussi par une présence qui est d'usagers diversifiés, dans le sens où c'est des gens qu'on voit moins souvent à la bibliothèque, puis on est fort heureux de les accueillir à la bibliothèque. Et on remarque de la part de l'ensemble des citoyens une curiosité qui ne se dément pas. Alors, on est très content de ça. Et je vais laisser le mot de la fin à notre animateur qui va conclure sous les dessous de son avatar. Alors, la parole est à Vincent. Cet avatar numérique est un autre bon exemple. Cet avatar numérique est un autre bon exemple des créations réalisées au Media Lab. On a par exemple utilisé le microphone, la carte de son, une tablette graphique, le logiciel de dessin vectoriel libre Inkscape et j'en passe. Je pense que ça nous prouve que les Media Labs en bibliothèque, ça fonctionne. Merci. Alors, je ne sais pas si une question ou... En tout cas, autrement, ce que j'aimerais qu'on retienne du projet, c'est que tout est possible en bibliothèque et que ce qui va faire le succès ou la réussite, c'est vraiment l'animation et son animateur. Alors, merci Marie-Hélène. Merci aussi à tous ceux qui ont présenté aujourd'hui. Je pense une formule gagnante. Je pense qu'on va renouveler. Je pense que ça vous donne le goût de revenir à un AGA. C'est plus fun que la partie de ce matin, on s'entend. On en serait donc rendu à la partie tout aussi intéressante, sinon plus encore, de la visite de la bibliothèque de Drummondville. Alors, nous avons notre collègue qui prendra la relève pour ça, qui nous accueille aujourd'hui. Merci.